Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai une bronchite, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas idéal pour une audition. Voilà, j'espère que votre audition vous sera bonne, parce que avec cette voix, ça ne va pas être simple. Mais je vais essayer de parler près du micro et ça devrait aller. Alors, donc, je suis Bertrand Pluot, je suis responsable du bureau France à l'OCDE et je vais vous présenter donc la situation conjoncturelle au niveau international et en France en m'appuyant essentiellement sur les projections des perspectives économiques de l'OCDE qui ont été publiées en novembre. Donc novembre, c'est un petit peu ancien, mais depuis finalement, on n'a pas eu vraiment de changement du panorama majeur. Et quand on a quelques modifications par rapport aux projections de novembre, je pourrais vous en dire quelques mots. Donc, je vais commencer par une description un peu du contexte international. C'est des choses qui ont déjà été évoquées, donc ça ne vous surprendra pas trop. On a un ralentissement global au niveau mondial suite à un choc inflationniste très important qui a touché à des degrés divers toutes les économies. Il y a eu ce choc inflationniste et il y a eu dans la foulée le durcissement des politiques monétaires, la dégradation des conditions de financement de l'investissement qui ont provoqué ce ralentissement. Donc vous voyez un ralentissement notamment particulièrement marqué dans la zone OCDE. La prévision de l'OCDE en fait, pour les années à venir, c'est une poursuite de ce ralentissement, mais à un degré moindre pendant l'année 2024 et un léger redressement en 2025, mais très très modéré. Alors, au cœur de ce ralentissement international, il y a aussi le ralentissement des échanges qui a été très marqué, bien sûr moins marqué que ça a été le cas durant la crise du Covid, mais le ralentissement est quand même perceptible et on voit finalement sur ce graphique qui nous montre l'intensité des échanges mondiaux par rapport à la production, donc le ratio échanges mondiaux par rapport au PIB, que finalement le commerce mondial n'a pas progressé relativement au PIB par rapport à son niveau d'avant crise du Covid. Donc voilà, j'ai dit un mot du durcissement des conditions financières. Ça a été le cas dans la plupart des économies, notamment aux États-Unis et zone euro, à la suite en particulier du durcissement des politiques monétaires. Donc ralentissement global, mais quand même avec des disparités entre les zones économiques. On voit que la zone euro est particulièrement touchée, plus que ne l'a été les États-Unis. La zone euro a été particulièrement touchée par le choc inflationniste, par la hausse des prix de l'énergie. Les États-Unis sont un pays producteur de pétrole, donc bénéficient aussi de la hausse du pétrole d'une certaine manière via le canal des exportations de pétrole qu'on a moins côté zone euro et pas du tout en tout cas en France. Après, il y a des disparités aussi au niveau de la zone euro. Vous voyez notamment sur le graphique du milieu que l'investissement l'investissement des entreprises s'est très bien comporté en France et beaucoup moins bien en Allemagne. L'Allemagne a été particulièrement touchée dans cet épisode au cours des derniers trimestres par le ralentissement du commerce international, puisque l'Allemagne s'appuie beaucoup et très intégrée au niveau des chaînes commerciales au niveau international. Et on ressent les conséquences notamment sur l'investissement. Après, on peut aussi avoir dans les disparités des évolutions de l'investissement entre les pays européens aussi,
des différences en fonction des plans de soutien, des programmes de soutien. Donc les économies européennes dans leur ensemble ont été soutenues par des programmes publics, mais à des degrés divers. Donc, le choc inflationniste a été très fort, particulièrement fort au niveau de la zone euro, mais l'inflation commence à se réduire. Alors, donc, vous savez tous, hein, l'inflation qui se réduit, ça ne veut pas dire les prix qui baissent. On a une hausse des prix moindre. L'inflation demeure quand même élevée au moment où on parle. Par rapport aux prévisions de l'OCDE que je présente, l'inflation est peut-être un petit peu moins forte, en tout cas que ce qu'on avait annoncé sur la fin d'année. C'est-à-dire que le premier trimestre de prévision de cet exercice de prévision de l'OCDE, c'était le dernier trimestre de l'année. Au dernier trimestre de l'année, en France notamment, l'inflation était 0,2-0,3 points en dessous de ce qu'on attendait. L'activité, en revanche, était en ligne avec ce qu'on attendait, à peu près. Donc voilà, on voit que l'inflation a baissé, elle reste quand même persistante, notamment pour l'inflation sous-jacente. Donc, bien sûr, à la suite de l'inflation, les salaires ont augmenté, les coûts de production ont augmenté. Donc, il y a un délai toujours de transmission de ces effets au niveau de l'inflation sous-jacente. Le choc arrive un petit peu plus tard et on pense que le choc va persister et que l'inflation va demeurer quand même relativement élevée dans les mois qui viennent. Alors dans ce contexte, on s'attend à ce que les politiques monétaires restent restrictives dans la mesure où on s'attend à cette persistance de l'inflation. Donc c'est des prévisions faites par l'OCDE, ça ne préjuge pas des décisions qui sont prises, bien sûr. Alors au niveau des risques sur les prévisions, un aléa à la hausse, c'est sans doute l'épargne accumulée depuis la pandémie. Donc il y a un mot qui a été dit sur l'épargne accumulée en France. C'est un phénomène qu'on constate dans l'ensemble des pays à 2 degrés divers. La grande question, c'est à quel point cette épargne accumulée va être dépensée, va stimuler la consommation. C'est pas évident parce que cette épargne a été beaucoup accumulée par les plus riches, pas forcément placée dans des placements très liquides. Et il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle soit dépensée rapidement. Donc c'est plutôt pour nous un aléa à la hausse, plutôt qu'une prévision centrale, cette idée que cette épargne serait dépensée. Dans les aléas, il y a les tensions géopolitiques qui menacent la croissance. Là, c'est plutôt un aléa à la baisse. Sur le graphique de gauche, vous avez la répartition des exportations mondiales de pétrole. Vous voyez que la Russie a quand même une part importante. Et puis sur la droite, vous avez l'évolution ces dernières années, depuis 2018, de la structure des échanges mondiaux. Vous voyez notamment sur ce graphique que la part des importations en provenance de la Chine pour les États-Unis a fortement baissé. Ça a été plutôt l'inverse pour l'Union européenne. Mais donc ce graphique illustre un petit peu les conséquences que peuvent avoir les montées du protectionnisme sur la structure des échanges mondiaux. Et donc on assiste dans une certaine mesure à une recomposition des échanges internationaux. Et voilà, ça sera intéressant de voir dans les trimestres et les années à venir comment cela évolue. En tout cas, la position de l'OCDE sur ces questions, c'est que plus d'échanges et un commerce plus libre profitent quand même sur le long terme à tous. Quelques mots maintenant plus sur la France.
Sur ce graphique, vous voyez l'évolution du PIB par rapport à un point de départ qui est avant la crise du Covid, donc le dernier trimestre de 2019. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont les impressions en noir et blanc. À nouveau, on ne voit pas, bien sûr, très précisément en noir et blanc. En couleur, en revanche, on voit que la France est au milieu du peloton des pays, des principaux pays de la zone euro, un petit peu en dessous de l'Italie et de l'Espagne par rapport au niveau d'avant-crise, d'avant la pandémie. Un petit peu au-dessus de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a stagné ces derniers trimestres pour les raisons que je vous ai décrites. Voilà, donc on voit bien aussi sur ce graphique le ralentissement très marqué à partir de la fin 2021 et du début des tensions inflationnistes. Ce que j'ai dit pour l'inflation au niveau global reste bien sûr vrai pour la France. L'inflation reste élevée, elle a néanmoins baissé, elle a baissé en particulier pour l'énergie. Le choc de l'énergie est largement derrière nous. Alors l'énergie, c'est l'échelle de droite. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout la même échelle. Donc voilà, l'inflation a baissé, elle reste quand même relativement élevée. L'inflation reste élevée notamment pour la composante alimentaire. La progression sur un an reste quand même au-dessus de 7%. Alors, l'inflation a été élevée, elle aurait pu être plus élevée encore si il n'y avait pas eu des mesures très importantes pour essayer de soutenir le pouvoir d'achat, pour essayer de protéger les ménages contre l'inflation, protéger aussi les entreprises contre la hausse de leurs coûts. Sur ce graphique, on a la décomposition des mesures de lutte contre l'inflation qui ont été prises dans les différents pays en fonction du type de mesure. Vous pourrez retrouver le détail de ces chiffres sur le site de l'OCDE. On a un outil qui s'appelle Energy Tracker, donc qui permet de présenter les différentes mesures qui ont été prises dans les différents pays et de comparer un petit peu les types de mesures qui ont été prises. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que en France, on a particulièrement utilisé des mesures fondées sur la correction des prix. C'est essentiellement le bouclier fiscal. Dans d'autres pays, le choix qui a été fait, c'est d'avoir des mesures plutôt de subvention directe. L'inconvénient des mesures sur les prix générales, comme on l'a fait en France, c'est que c'est pas ciblé sur les plus pauvres. Ça profite à tout le monde, mais c'est pas très ciblé. Donc c'est quelque chose qu'on peut déplorer. Un avantage en revanche d'une mesure ciblée sur les prix, c'est qu'on va avoir tout de suite une baisse de l'inflation. Donc c'est important psychologiquement, c'est important aussi pour le signal qui est donné sur le niveau de l'inflation et pour les négociations ensuite sur l'évolution des salaires. Ça permet peut-être dans l'enchaînement des boucles prix-salaire d'avoir moins de tension, une résorption peut-être plus rapide de l'inflation. Voilà, en tout cas, c'est théoriquement une idée qu'on peut avoir. Après, ça reste à prouver dans les faits, mais c'est théoriquement un phénomène auquel on peut s'attendre. Voilà, en tout cas, ces mesures de soutien ont été très importantes. Elles ont contribué à préserver en grande partie le pouvoir d'achat. Ici, on voit l'évolution du revenu disponible brut réel des ménages. Alors, c'est pas le revenu disponible réel par tête, hein, c'est le revenu dans l'ensemble. Mais on voit que ce revenu disponible brut réel des ménages s'est bien tenu dans tout cet épisode de fortes tensions inflationnistes, avec des hauts et des bas, mais sur l'ensemble de la période, le revenu disponible brut réel s'est bien tenu et la consommation des ménages dans la foulée a bien résisté.
Alors, si ce revenu s'est bien tenu, c'est pas seulement parce qu'il y a eu des mesures de lutte contre l'inflation, c'est aussi parce que l'emploi a bien résisté, a été dynamique. Donc Jean-Luc Tavernier en a dit un mot, bien sûr. L'emploi nous a surpris, l'emploi était fort. La contrepartie, c'est que la productivité du travail a baissé. Mais je crois que Olivier Garnier va dire un mot sur l'analyse qu'on peut porter de cette baisse de la productivité. Voilà, c'est un phénomène plutôt comptable qu'une réelle baisse de la capacité productive du pays, on va dire. Alors, des points d'attention, des soucis structurels qu'on pense important de souligner au niveau de la France. Le premier, c'est le fait que la France a perdu des parts de marché à l'exportation depuis le début de la crise du Covid, plus que les autres grands pays de la zone euro. E4, c'est les 4 principaux pays de la zone euro. La France, à ce stade, n'a pas vraiment récupéré ses pertes de parts de marché. Donc une grande question pour les trimestres à venir, c'est à quel point on va être capable de récupérer ces parts de marché. Il peut y avoir une composante conjoncturelle qui est liée au déboire, notamment de l'industrie automobile, avec des ruptures de chaîne d'approvisionnement, des phénomènes aussi conjoncturels peut-être du côté de la production des matériels de transport, de l'aéronautique. La question, c'est de savoir à quel point c'est conjoncturel et à quel point c'est structurel. Donc là, il y a une vraie interrogation et en tout cas voilà, un vrai point d'attention pour la France. L'autre point majeur d'attention, c'est que vous avez vu l'ampleur des mesures qui ont été prises pour lutter contre l'inflation. Ces mesures ont succédé à des mesures très très importantes qui ont été prises dans le cadre de la crise du Covid. Alors la France n'est pas isolée dans ce domaine. Tous les pays ont fait la même chose et l'OCDE s'est plutôt félicité des mesures qui ont été adoptées, qui ont permis de préserver la croissance et de passer sans trop de dommages ce cycle économique difficile. Maintenant, une conséquence, c'est quand même que les soldes publics se sont dégradés, notamment en France, et que la dette a fortement augmenté. Et la dette, au sens de Maastricht, de la France notamment, se situe maintenant largement au-dessus de 200% du PIB. Donc en conclusion, je vais rappeler les projections de l'OCDE et donner quelques mots de conclusion pour rappeler les principaux messages de l'OCDE en matière de politique économique. Les projections d'inflation, donc on prévoit que l'inflation va rester plutôt forte en 2024, mais que l'inflation va ralentir assez sensiblement ensuite en 2025. En France, on prévoit 2,7 en 2024 et 2,2 en 2025. Bon, c'est bien sûr entouré de beaucoup d'incertitudes, notamment pour l'année 2025, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, on a plutôt des bonnes nouvelles sur l'inflation, ça ralentit un peu plus vite que ce qu'on a annoncé. Voilà, mais grosso modo, c'est plutôt inflation persistante en 2024 et retour vers la cible plutôt vers 2025. En termes de croissance, on prévoit, en particulier pour la France, une croissance de 0,9% en 2023. Ça sera peut-être 0,8%. Voilà, c'est dans ces eaux-là. On prévoit 0,8% en 2024. Donc, d'une manière générale, pour la zone euro, on prévoit une croissance toujours faible en 2024. Le phénomène principal derrière, c'est que même si l'inflation ralentit, elle reste relativement élevée. Et on s'attend aussi à ce que les effets de la politique monétaire, notamment sur l'investissement, se fassent vraiment ressentir maintenant
et en début d'année 2024, donc ce qui freinerait considérablement la progression moyenne annuelle sur l'année 2024. En 2025, on aura une légère croissance, une légère accélération de l'activité. Pour la France, ça resterait quand même assez maigre. On progresserait de 0,8 à 1,2%. On évalue le potentiel de croissance, la croissance potentielle pour la France autour de ce niveau, entre 1 et 1,2 pour l'année 2025. Donc l'idée, c'est qu'on dépasserait peut-être légèrement le potentiel de croissance pour l'année 2025 et l'écart de production resterait négatif. Alors, les conclusions générales sur les messages principaux de l'OCDE. Ce que j'ai dit pour la France sur la situation du solde public, de la dette, c'est pas vrai seulement pour la France, c'est vrai pour de nombreuses économies avancées. Donc il y a un message général qui est de tirer un peu la sonnette d'alarme par rapport à la situation des dettes publiques et de la nécessité d'accélérer les processus d'assainissement budgétaire avec des mesures crédibles à moyen terme et des plans à moyen terme. Ça, c'est un des messages principaux. Donc réduire les déficits au fil du temps, tenir compte des effets du coût du vieillissement sur les systèmes de retraite et de santé. Là, à nouveau, c'est un message pour la France, mais pas que pour la France, c'est général. Stimuler l'emploi, essayer d'augmenter le taux d'emploi et mettre en œuvre, bien sûr, des réformes structurelles qui visent à dynamiser la croissance, investir dans l'éducation, la transformation numérique, les infrastructures et la transition verte notamment. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va passer